Bonjour et bienvenue pour cette formation à distance sur les brevets d'invention à destination des bibliothécaires. Je suis Justine Ancelin-Fabre, je suis moi-même conservatrice de bibliothèque à l'URFIST de Paris, unité régionale de formation à l'information scientifique et technique. Je vous propose cette formation aujourd'hui qui est en fait une déclinaison des stages que nous proposons à l'URFIST dans le cadre de notre catalogue global de formation. Donc nous proposons dans ce stage une formation d'une journée sur les brevets d'invention qui s'adresse aussi bien aux doctorants, aux chercheurs qu'au personnel des bibliothèques. Et bien cette formation à distance est vraiment plus spécifiquement abordée sous l'angle des personnels de la documentation, en fait des personnels de bibliothèque, à qui je m'adresse en toute connaissance de cause en en étant moi-même une. J'ai été formée à l'INPI sur cette question des brevets d'invention, mais évidemment vous trouverez une toute autre sorte d'informations au sein de vos établissements auprès d'autres services, tels que notamment les cellules de valorisation, de transfert de technologie, qui peuvent porter des noms différents en fonction des établissements, mais voilà, ces cellules qui s'occupent d'accompagner souvent des chercheurs à monter des startups, de développer leur propriété industrielle. Également, les services juridiques de votre université pourront probablement vous aider et répondre à vos questions sur ce sujet-là. Pour ce qui est des objectifs plus précis de cette formation, donc on va vraiment se limiter à une initiation aux brevets d'invention dans leur contexte de propriété industrielle. Ce sera volontairement une formation assez courte alors qu'il est possible d'y consacrer des jours entiers. Et vraiment, le public cible, même si cette formation est en libre accès, est les personnels de bibliothèque, donc des gens qui n'auront pas à recourir au brevet pour leur usage propre, mais plutôt à servir d'intermédiaire pour sensibiliser au brevet et aux thématiques qui lui sont liées, notamment dans la mesure où ces dimensions concernées par le brevet peuvent faire écho à d'autres que le bibliothécaire croise dans ses missions quotidiennes. Donc, parmi les points qui seront volontairement laissés de côté, il y aura par exemple tout ce qui est questions juridiques relatives au brevet, les conditions de brevetabilité, l'étendue des droits octroyés, comment exercer ses droits, agir en contrefaçon, etc. On abordera vraiment très superficiellement les conditions de brevetabilité, mais pas le reste. Les questions stratégiques et technologiques autour du processus d'innovation en tant que tel, avec des notions que vous avez peut-être déjà entendu aborder comme le Technology Readiness Levels, etc. Tout l'intérêt stratégique qu'un chercheur ou un laboratoire peut avoir à déposer un brevet pour une vision à plus ou moins long terme seront également passés assez rapidement, surtout parce que ces situations sont en réalité tellement particulières qu'elles sont difficiles à traiter en formation généraliste et qu'elles méritent vraiment qu'on s'y penche au cas par cas entre experts. Toutes les questions administratives relatives à la procédure de délivrance des brevets et également éventuellement à la négociation de licence ou de cession de brevets ne seront quant à elles pas du tout abordées, mais vous pourrez trouver de quoi vous documenter sur le sujet assez facilement. Donc pourquoi est-ce que je propose cette formation aujourd'hui? C'est dans un triple but, à la fois en premier lieu pour enrichir la culture professionnelle des gens qui vont suivre ce stage. Le fait est que les bibliothécaires sont quand même assez souvent issus de filières littéraires et ont été assez peu confrontés aux sciences appliquées. En tout cas, c'est mon expérience et j'ai l'impression qu'elle est assez partagée. Donc, quand on n'a pas tellement entendu parler de ce que c'est qu'un brevet, on peut être assez curieux à ce sujet-là et ne pas trop savoir comment associer ce type de documentation à ses pratiques professionnelles. Les formations à la recherche documentaire intègrent en fait assez peu les brevets, en tout cas pas dans les filières assez généralistes. Ça peut être le cas si jamais vous travaillez dans un établissement vraiment très tourné vers les sciences de l'ingénieur, les sciences appliquées, la chimie, des disciplines qui déposent beaucoup de brevets, mais si vous travaillez dans une université beaucoup plus pluridisciplinaire, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas du tout côtoyé. Pourtant, c'est quand même assez important de savoir ce que sont les brevets, à quoi ça peut servir et à qui ils peuvent servir, notamment dans le cadre du dialogue avec les usagers et en particulier les chercheurs et les doctorants qui peuvent être très, très facilement confrontés à ce genre de documents et auxquels vous n'avez absolument aucune idée de ce que ça peut être.
En pratique, c'est surtout en lien avec des questions de recherche documentaire qu'on va pouvoir aborder la question des brevets. Quand on voit qu'un usager s'adresse à un bibliothécaire pour lui demander des ressources sur tel ou tel sujet, c'est important de pouvoir être en mesure de lui signaler aussi qu'il peut trouver des ressources dans ce type de document-là, de savoir ce qu'il peut y trouver, quelle est la caractéristique de l'information qui se trouve dans les brevets, et pourquoi ils sont un complément assez indispensable d'une recherche dans la littérature scientifique et les publications qu'on connaît peut-être mieux. Et ensuite, leur expliquer où trouver des documents brevets et des informations bibliographiques liées au brevet. Et nous ferons d'ailleurs à ce sujet un focus particulier sur une base de données en accès libre qui regroupe une mine d'informations sur les brevets à l'international et qui est relativement facile à utiliser pour des gens qui ne sont pas spécialistes de certains domaines technologiques ou qui n'ont pas du tout l'habitude de déposer eux-mêmes des brevets. Et enfin, au-delà de ces questions de recherche d'informations, les bibliothécaires peuvent être amenés à parler de brevets avec les usagers des bibliothèques dans d'autres contextes, notamment au moment des dépôts de thèse, où certains bibliothécaires reçoivent les doctorants, ont l'occasion d'échanger avec eux à propos du dépôt et de la conservation et de la diffusion de la thèse de doctorat. Si jamais ces thèses impliquent des enjeux de propriété industrielle, il va être important de faire passer certains messages aux doctorants pour qu'ils puissent envisager le mieux possible la mise à disposition de leurs travaux. Et également, d'une manière générale, quand vous sensibilisez des usagers à la science ouverte, il est important de réfléchir à comment articuler brevets et exigences d'ouverture, puisqu'on peut avoir d'un côté ce titre de propriété qui apparaît comme très protecteur et très fermé et fermant, et donc théoriquement opposé avec l'objectif de dissémination des savoirs qui peut être prôné par la science ouverte. Mais on va voir que ça n'est pas forcément incompatible. Donc ce parcours s'organise en 3 modules que vous pouvez suivre à votre rythme et sont tous sonorisés, soit au travers de la présentation PowerPoint, soit au travers d'un enregistrement au format vidéo. Ce tutoriel a été conçu et enregistré dans des conditions un petit peu particulières liées à la quarantaine et au Covid-19. Si vous voulez aller plus loin et découvrir davantage de ressources pour approfondir certains points, je ne saurais trop vous recommander de consulter le tutoriel brevet librement consultable en ligne qui a été réalisé en 2018 par l'URFIS de Paris avec le soutien de l'université PSL, qui se compose de 10 modules très complets pour l'auto-formation et auxquels on fera référence tout au long de la formation avec des renvois à certains modules en fonction des thématiques dont on va parler. C'est un complément vraiment très intéressant, mais c'est vrai qu'il est destiné en priorité aux doctorants, aux masters, aux chercheurs, aux ingénieurs, aux créateurs de start-up. Donc vraiment tous les gens qui ont les mains dans le cambouis, si j'ose dire, et qui seraient intéressés à titre personnel par cette maîtrise de l'innovation et ces documents juridiques qui lui sont liés. Mais vous y trouverez donc des compléments notamment sur les questions juridiques qui sont traitées dans les différents modules et qu'on n'abordera que très vaguement ici. Et pour tout ce qui va être question stratégique de pilotage des laboratoires, de politique d'innovation et de dépôt de titres de propriété industrielle, vous retrouverez des éléments intéressants dans des interviews vidéo qui sont disponibles un peu partout tout au long des modules dans ce tutoriel en ligne. Je vous mets également le lien vers une page qui contient justement des liens utiles sur ces questions de brevets et de propriété intellectuelle. C'est une page de lien qui accompagne normalement le stage d'une journée qui se déroule en présentiel à l'URFIST, mais que vous pouvez tout de même consulter pour avoir un premier regard sur cette thématique. D'autant plus que certains documents et supports signalés dans cette liste de liens sont en fait téléchargeables et vraiment permettent des focus sur des points précis. Par exemple, utiliser la plateforme de dépôt en ligne de l'INPI ou autre. Vous trouverez également les liens vers les catalogues de formation de certains instituts qui sont vraiment dédiés à l'accompagnement à la propriété intellectuelle et industrielle. Donc en premier lieu, les formations de l'Institut national de la propriété industrielle, INPI, et également l'Institut européen Entreprises et Propriété intellectuelle. Donc ces deux instituts proposent des formations plus longues, d'une journée voire plus,
et de tout niveau, aussi bien une initiation au brevet que des approfondissements généralistes sur les brevets ou thématiques sur le droit des brevets aux États-Unis, la brevetabilité des logiciels, etc. À vous de voir si vous souhaitez suivre certaines formations en lien avec des spécificités de votre établissement, sachant qu'elles sont payantes. Et je vous propose donc de commencer tout de suite avec un premier module qui va replacer les brevets dans l'environnement de la propriété intellectuelle et de la propriété industrielle. Ce qu'on appelle la propriété intellectuelle, et que vous avez certainement déjà eu l'occasion de côtoyer, en fait, ça va être un ensemble de droits très divers et très larges, qui, en plus, ces droits vont être un petit peu ambivalents en ce qu'ils vont concerner à chaque fois deux pans qu'on pourrait penser s'opposer, mais qui finalement se complètent à certains niveaux. C'est-à-dire qu'en premier lieu, la propriété intellectuelle, ça concerne d'un côté les œuvres de l'esprit, mais surtout de l'autre, ça protège les intérêts des créateurs de ces œuvres, donc à la fois l'objet et le sujet. Les États qui légifèrent en matière de propriété intellectuelle, ils le font également avec un double objectif. En premier lieu, favoriser l'innovation et la création, en vue du bien commun et notamment du développement économique et social. Et de l'autre côté, donner une reconnaissance légale aux droits des créateurs et des innovateurs de façon à ce qu'ils tirent un profit de leur activité. Donc dans un double intérêt, à la fois un intérêt collectif d'enrichissement culturel, de développement économique, et un intérêt individuel de reconnaissance et de prestige, mais aussi donc de retour sur investissement, notamment pour tout ce qui va être propriété industrielle. Donc ça pose à la fois des questions juridiques et culturelles, mais aussi des questions économiques. On va voir qu'il y a des liens très forts entre d'un côté l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'OMPI, et de l'autre l'Organisation mondiale du commerce. Et donc cette propriété intellectuelle, elle se divise en deux branches distinctes. La première étant celle des droits d'auteur. Ces droits d'auteur, ça s'applique à la fois aux œuvres littéraires, romans, poèmes, pièces de théâtre, aux films, aux œuvres musicales, aux œuvres artistiques, aux œuvres d'architecture, etc. Mais aussi, et c'est peut-être plus étonnant, donc aux logiciels, qui sont considérés comme des expressions d'un langage informatique en l'occurrence. La particularité du droit d'auteur, qui couvre également le droit des bases de données, c'est qu'il s'acquiert sans formalité du fait même de la création de l'œuvre. La seule exigence, c'est qu'il faut vraiment que l'œuvre ait été réalisée, qu'elle soit matérialisée, et qu'elle reflète également un effort personnalisé de l'auteur, qu'elle porte l'empreinte de sa personnalité et d'un apport intellectuel qui lui soit propre. Le droit d'auteur ne peut jamais protéger des idées si elles sont restées justement à cet état d'idée. C'est toujours la forme qui a été prise pour exprimer cette idée qui pourra être protégée. Je vous renvoie à d'autres formations qui sont données dans le réseau des urfistes sur ce sujet du droit d'auteur et de la propriété intellectuelle. L'autre branche, qui est celle donc de la propriété industrielle, elle s'applique à l'industrie et au commerce proprement dit, mais également au domaine des industries agricoles et extractives, et plus largement en fait à tous les produits fabriqués ou naturels. Par exemple, le vin, le grain, le tabac, les fruits et légumes, les bières, les poissons, les fleurs, les farines, etc. Vous voyez par exemple la sous-branche indications géographiques qui peuvent protéger ce type de réalisation. Plus précisément, cette propriété industrielle, elle se subdivise en trois domaines distincts. Celui des créations techniques, donc qui va nous concerner ici notamment par le biais des brevets, mais il y a également d'autres titres de propriété qui lui sont liés. Le domaine des créations esthétiques, donc là qui va être couvert par le droit des dessins et modèles, qui se concentre uniquement sur les aspects esthétiques des produits manufacturés, donc sans aucune notion technique. Il est tout à fait compatible par ailleurs avec le droit d'auteur qui peut lui aussi protéger cet aspect esthétique. Et troisième branche de la propriété industrielle, les signes distinctifs. La particularité de cette branche propriété industrielle par rapport à la branche droit d'auteur, c'est donc qu'il s'acquiert uniquement suite à une démarche volontaire, la plupart du temps par le biais d'un dépôt, par exemple pour le brevet, les dessins et modèles ou la marque, et plus rarement par l'usage.
Ça peut concerner plutôt les non commerciaux, les enseignes, mais on ne va pas traiter cette question ici. Si vous souhaitez en savoir plus sur la propriété intellectuelle et ses deux sous-branches, droit d'auteur et propriété industrielle, n'hésitez pas à consulter le module numéro 3 du tutoriel sur les brevets d'invention réalisé par l'URFIST de Paris et l'université PSL. Et donc au sein de cette branche de propriété industrielle, qu'est-ce que c'est précisément qu'un brevet? Eh bien avant tout, c'est un titre officiel de propriété industrielle. C'est-à-dire que c'est un document authentique qui a une valeur légale, qui doit être établi par une autorité spécifique. En France, il s'agit de l'Institut national de la propriété industrielle, donc l'INPI. Et il sert à prouver qu'une ou plusieurs personnes physiques ou morales sont les propriétaires d'une invention. On a vu que la propriété industrielle supposait de réaliser une démarche pour pouvoir être appliquée et que les titres soient délivrés. Cette démarche doit vraiment suivre des étapes très précises et répondre à des critères spécifiques. On porte une grande attention à la validité de la procédure de délivrance des brevets, sur laquelle on ne va pas s'étendre, hein, mais qui peut être contestée et même invalidée. Et ce, que ce soit pendant la procédure de délivrance ou à son issue, et même parfois plusieurs années après la délivrance d'un brevet. Un brevet, c'est un document qui porte sur une invention, c'est-à-dire une solution technique à un problème technique. Le mot important là-dedans, c'est vraiment technique. Et c'est là-dessus qu'il va être possible de jouer pour protéger des items qui normalement ne sont pas brevetables en droit français, comme les logiciels. Donc un brevet, ça peut protéger de manière non exclusive soit un produit, par exemple un brevet qui porte sur une roue dentée pour chaîne de bicyclette. Il peut protéger également un procédé d'obtention, un autre brevet réel qui concerne un procédé de fabrication d'une roue dentée à jantes coulées cannelées par exemple. Et enfin, il peut protéger également une application. Par exemple, un autre exemple de brevet, dispositif de transmission de mouvement à roue dentée et vis sans fin, et son application à une installation de positionnement d'une antenne. Donc ça, ce sont des vrais brevets dont je vous ai cité les titres. Vous pouvez les retrouver en cliquant sur la diapositive. Et ces objets de brevet peuvent être combinés. Au sein d'un même brevet, on peut protéger à la fois le produit, le procédé d'obtention et l'application. En revanche, en France, il est impossible de breveter certains produits. Notamment, donc, la plupart des logiciels, dont on a vu qu'ils sont protégés par le droit d'auteur. Après, il est toujours possible de jouer, comme je vous le disais, sur cette notion de technique. Si un logiciel a vraiment une application technique et apporte une solution technique à un problème technique, le doute est permis. Il est également impossible de breveter les méthodes de diagnostic ou de traitement médical, le corps humain, ses composantes et ses procédés de manipulation, les races animales et les variétés végétales, ou encore les inventions dont l'exploitation serait contraire à la dignité de la personne, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Donc, parmi toutes ces exceptions à la brevetabilité, certains sujets sont sujets à plus de débats que d'autres et la législation sur ces thématiques-là pourrait bien évoluer dans les années à venir. Je pense notamment à la brevetabilité du vivant. À quoi sert le brevet? Il ne sert pas, comme on le pense souvent, à exploiter une invention. Son utilité, c'est d'interdire. Le brevet sert à interdire d'exploiter une invention, c'est-à-dire par exemple la fabriquer, la détenir, l'utiliser, la vendre, l'offrir, etc. Évidemment, tout comme il y a des exceptions au droit d'auteur, il y a aussi des exceptions à ces interdictions accordées par le brevet, notamment pour la recherche, on va y revenir plus tard. Mais vraiment, le brevet ne permet pas en soi d'exploiter une invention. Il peut arriver pour cela que d'autres formalités soient nécessaires, par exemple pour les médicaments qui sont brevetables, il est nécessaire pour pouvoir les exploiter d'obtenir une autorisation de mise sur le marché. Dit comme ça, on pourrait se dire que la protection accordée par le brevet est vraiment démesurée. Mais en réalité, il existe des limites à ces droits qui sont conférés, et c'est l'équilibre entre ces limites et entre l'étendue de la protection qui permet au système de fonctionner. En premier lieu, la validité d'un brevet est limitée dans le temps. En France, le délai est de 20 ans de protection maximale par brevet,
C'est en fait la limite maximale à l'international, telle qu'elle a été décidée par plusieurs pays en accord international au moment de la création de l'OMC. Autre limite du brevet, son exercice, l'étendue de sa protection, est limitée à un territoire national. En revanche, il est possible de déposer plusieurs brevets qui concernent la même invention dans plusieurs pays. Donc on peut protéger son travail dans plusieurs États à la fois. Et également, l'autre limite du brevet, c'est qu'il est nécessaire de payer pour le maintenir en vigueur. Tous les ans, le propriétaire du brevet doit payer des redevances dont le montant augmente au fil des années, justement pour l'encourager à abandonner le plus tôt possible cette protection. Et s'il ne le fait pas, le brevet est dit déchu. Par ailleurs, le brevet est rééquilibré par une contrepartie indispensable. Toute cette protection accordée par le brevet ne peut se faire qu'en échange d'une divulgation pleine et entière de l'invention au public, qui aura lieu notamment par l'intermédiaire d'une publication officielle du brevet. On va voir un peu plus loin en quoi consiste le document brevet, les informations qui sont contenues dedans. Le brevet est consultable par tous et il est donc possible de prendre connaissance de cette invention. Et c'est en cela que l'octroi de brevet permet l'avancée de l'état de la technique plutôt que de conserver le secret des inventions qu'on développe. C'est parce que l'information contenue dans le brevet pourra être communiquée au public qu'on va pouvoir atteindre l'équilibre entre l'intérêt individuel du déposant et l'intérêt collectif. Pour en savoir plus sur ce que représente le brevet et l'étendue des protections qu'il apporte, ainsi que sur les détails de brevetabilité d'une invention, je vous invite à prendre connaissance du 4e module du tutoriel en ligne sur les brevets d'invention de l'URFIST de Paris et de l'Université PSL. Voyons maintenant à quoi ressemble un brevet. Vous pouvez avoir un texte sous les yeux en cliquant sur le lien disponible dans la diapositive et vous trouverez à droite de la diapositive une capture d'écran de la première page d'un document brevet. Donc cette première page, qui précède en réalité le document brevet à proprement parler, renseigne des informations bibliographiques ou des métadonnées qui concernent ce brevet. Elles sont de 3 types. D'abord des informations sur le brevet lui-même, avec par exemple la date de délivrance, l'instance de délivrance, le lien avec d'autres brevets. Des informations sur les personnes associées au brevet, les inventeurs, les propriétaires, etc. Et surtout des informations sur l'invention qui fait l'objet du brevet. Vous voyez notamment le titre et le résumé. Après cette première page d'informations bibliographiques, on trouve le document brevet à proprement parler, qui est toujours constitué des mêmes éléments et qui adopte une forme en réalité assez stéréotypée. Ce texte intégral du brevet commence en premier lieu par une description de l'invention. Donc c'est un élément obligatoire et c'est en fait la contrepartie à la protection accordée par le brevet. Il faut une divulgation complète et précise de l'invention qui doit permettre la réalisation de cette invention par un homme du métier. Et l'homme du métier, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît le domaine technologique, mais qui n'est pas non plus un expert qui aurait passé des années à chercher une innovation. Cette description, elle est souvent structurée en plusieurs parties, rien d'obligatoire, mais on trouve toujours plus ou moins les mêmes éléments, à savoir qu'elle commence souvent par un rappel du contexte et de l'environnement technique qui entoure l'invention. On trouve des phrases introductives comme la présente invention concerne le domaine, etc., etc. Ensuite, on a un exposé du problème technique, avec des phrases telles que le système actuel est limité en ce que, etc. Le problème rencontré par l'homme du métier est, etc., etc. Et une fois qu'on a bien exposé ce problème technique et tous les soucis que ça pose, évidemment, on va venir présenter la solution technique apportée par l'invention protégée par le brevet, en insistant bien, évidemment, sur les avantages procurés par cette solution technique par rapport aux autres qui pouvaient déjà exister. On trouve dans ces cas-là des termes tels que le but de l'invention est de remédier aux inconvénients suscités en faisant, etc., etc. L'invention atteint son but en permettant de, etc., etc.
Ensuite, on trouve au moins un mode de réalisation de l'invention. Il peut y en avoir plus d'un, mais il en faut au moins un. Et qui soit suffisamment bien décrit donc pour permettre à l'homme du métier de reproduire le processus de fabrication de l'invention. Et enfin, on termine avec des suggestions d'application industrielle, en disant à quoi peut servir l'invention. Cette description, elle peut être appuyée sur des dessins, des illustrations. Ça n'a absolument rien d'obligatoire, ce sont souvent des dessins techniques, mais on peut aussi également trouver des schémas et également dans des cas un peu plus rares des photos par exemple. Et ces dessins, en fait, ils servent à faciliter la compréhension de la description. Ils sont numérotés entre eux si jamais il y en a plusieurs. Et voyez ici dans l'image de la diapositive qu'ils peuvent eux-mêmes comporter des éléments numérotés au sein de chaque figure. Et en réalité, c'est parce qu'un bon dessin vaut mieux qu'un long discours et qu'il va être quand même beaucoup plus facile de faire allusion au segment numéro 15 de la figure numéro 3 que de parler de l'élément oblong qui se termine par un arc de cercle en se raccordant à tel autre élément, etc. Suite à cette description, donc éventuellement accompagnée de dessins, on trouve également un autre élément obligatoire qui est la partie revendication du brevet. Cet élément est également central puisque c'est là-dedans qu'on va retrouver l'exposé le plus précis possible de toutes les caractéristiques techniques de l'invention pour lesquelles on réclame une protection. La description peut être assez large et évoquer plein de choses qu'on ne souhaitera pas protéger, mais vraiment, la revendication se concentre sur l'étendue de la protection juridique que l'on revendique. Il y a une phrase clé qui se trouve dans cette partie revendication, c'est que l'invention ou ses éléments sont caractérisés en ce que ils présentent telle ou telle spécificité sur laquelle va expressément porter la protection accordée par le brevet. C'est dans l'expression de ces caractéristiques que va s'illustrer tout l'art du rédacteur du brevet, puisqu'en fait, c'est cette partie revendication qui va ensuite être disséquée et analysée mot à mot par des personnes qui souhaiteraient soit invalider le brevet, demander à ce qu'il soit annulé pour un conflit de contrefaçon, ou aussi par des personnes qui voudraient développer leur propre invention et la breveter sans être contrefacteurs, donc en voyant ce qui est déjà protégé pour eux se positionner sur un autre créneau. En plus de ce document du brevet lui-même, on peut aussi trouver quelques documents annexes qui sont séparés du brevet mais qui l'accompagnent dans son dossier et qui en facilitent la compréhension. La présence de ces documents dépend du stade de délivrance du brevet. On peut trouver par exemple des rapports d'examen, d'éventuelles pièces rajoutées au dossier a posteriori, des échanges entre le demandeur et l'examinateur, etc. Je vous propose ici de nous pencher un peu plus précisément sur les informations bibliographiques qu'on trouve donc dans la première page qui précède le document de brevet à proprement parler. Vous voyez que sur cette page de document de brevet, on trouve des espèces de petits codes encerclés avant chaque champ indiqué. Ces codes, ils sont internationalement définis. Il y a une norme qui fait que quel que soit le pays du monde pour lequel vous allez consulter un brevet, au numéro 19 va forcément toujours correspondre l'institution ayant délivré le brevet, par exemple. Ça peut être très utile, notamment si vous êtes confronté à des brevets dont vous ne parlez absolument pas la langue ou dont vous n'arrivez même pas à lire les caractères. Je pense par exemple à des brevets asiatiques. Vous pourrez, en suivant ces codes internationaux, voir où dans le brevet repérer par exemple le nom de l'inventeur et le distinguer du nom du demandeur du brevet, par exemple. Donc ici, les principaux codes qu'on peut voir ensemble, on trouve en premier lieu, donc tout en haut à gauche, au code numéro 19, l'institution ayant délivré le brevet. Ici, donc, on est dans le cas d'un brevet français, c'est forcément l'INPI qui délivre le brevet. Au numéro 11, on trouve le numéro de publication de la demande du brevet et du brevet définitif. En fait, c'est ce code qui va être utilisé à l'international quand on va vouloir parler du brevet. Il sera dans ces cas-là précédé des lettres FR qui indiquent la nationalité du brevet et qu'on a ici encerclé en bleu, vous voyez, République française, qu'on retrouve également
en bas à gauche de la page de métadonnées, où on retrouve donc le numéro de publication du brevet, 3020 620, précédé des 2 lettres FR. Le code numéro 12 évoque le type de document concerné. Il peut s'agir d'une demande de brevet ou d'un brevet délivré, par exemple. Ici, on est dans le cadre d'une demande de brevet d'invention. Le type de document est également précisé sous la forme d'un code normalisé, ici donc A1, qui correspond à la demande de brevet. C'est l'abréviation consacrée. Le code numéro 51, enfin, vous donne des numéros de classification thématique du brevet. On va y revenir plus longuement dans le prochain module, mais c'est là-dedans qu'on va trouver des informations sur le domaine technique concerné par l'invention et qui est exprimé par des codes alphanumériques. Autre code qui va concerner cette fois-ci les personnes en lien avec le brevet, nous avons au numéro 72 la personne physique à l'origine de l'invention. Ça n'est pas forcément le propriétaire du brevet. Le propriétaire du brevet, il apparaît en code 73. Ce sont les propriétaires du brevet qui sont à même de faire valoir leur droit d'interdire. En France, presque tout le temps, c'est l'entreprise du salarié ou l'établissement public qui emploie l'agent, même s'il est chercheur ou enseignant-chercheur, qui est propriétaire du brevet. Enfin, en code 54, on va trouver le titre du brevet, qui peut être plus ou moins précis. Ici, on est en présence d'un titre tout à fait clair et adapté. Et enfin, en code 57, le résumé de l'invention, qui peut être éventuellement accompagné d'une illustration, qui reste facultative. Ce survol du document brevet était vraiment très bref. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous conseille vraiment vivement de prendre connaissance du module numéro 5 du tutoriel sur les brevets d'invention de l'URFIST de Paris et de l'université PSL.